Ma sœur Chloé leva son verre à vin. C'est tellement évident, commenta-t-elle. Alors, où sont tes enfants et ton mari? Elle ricana ensuite. Oh, attends. Tu n'en as toujours pas. Le son qui vint ensuite était bas, mais il m'a profondément piqué. Maman et papa souriaient tous les deux, agissant comme si la blague était innocente. Ma fourchette de dîner restait suspendue au-dessus de mon assiette. J'ai réalisé que j'avais passé des années à couvrir leurs dépenses et à empêcher la saisie de leur maison. Pourtant, j'étais la cible de leur humour cruel, juste ici à leur propre table de cuisine. J'ai posé ma cuillère à plat sur la surface, rencontrant directement le regard de ma sœur. Je lui ai demandé, où est exactement ton revenu? Puis j'ai fourni la réponse moi-même. Exactement, j'ai payé pour ta vie, mais cela s'arrête maintenant. La pièce est immédiatement devenue silencieuse. Ce calme n'était pas la paix. C'était le début d'un conflit total. Les actions qu'ils ont entreprises plus tard étaient impardonnables pour n'importe quel parent. Avant de continuer et d'expliquer ce qui a résulté de ce moment de silence, dis-moi où tu te trouves en ce moment. J'ai besoin de savoir que d'autres ont été moqués par leurs propres proches. Une fois que tu auras entendu toute l'histoire, je veux connaître ta réaction. Quel choix aurais-tu fait en étant assise là? Je suis Sophie, 34 ans. Je travaille comme chercheuse en UX et je vis dans le quartier latin de Paris. Pour un étranger, mon existence semble totalement organisée, un bel appartement, un emploi fiable, des débuts de journée paisibles. Cependant, la plupart des gens ne savent pas où va 50% de mon salaire. Il disparaît dans le vide financier que ma famille représente. Ma mère, Catherine, a dû prendre sa retraite anticipée d'infirmière après avoir subi une chirurgie cardiaque. Mon père, Bernard, enseignait auparavant l'économie, mais est ensuite passé au conseil. Cela signifiait surtout qu'il attendait des appels d'affaires qui n'arrivaient jamais. Ensuite, il y a ma sœur, Chloé, qui a 29 ans. Elle est attrayante, intelligente et constamment couverte d'affection. Elle prétend être une influenceuse de mode, mais sa principale influence est de vider mes économies, de l'argent pour les réparations de voitures, le loyer et les paiements par carte de crédit. Ses demandes par message texte commencent toujours de la même manière, « Coucou petite sœur, peux-tu juste couvrir cela pour cette fois ?» Je me suis convaincu que c'était le devoir d'un enfant décent, d'assurer que la maison ne soit pas saisie, de payer les factures de services publics et d'empêcher l'effondrement de la structure familiale. Je croyais que ma générosité constante finirait par les amener à me considérer comme plus qu'un simple fonds d'urgence. Chaque dimanche, je conduis 1 heure vers le sud jusqu'à Lyon, presqu'île, pour le dîner. Ma mère applique strictement ce rituel. Il comprend de la purée de pommes de terre, du poulet rôti et quelque chose de sucré pour finir. La maison sent toujours exactement la même chose, un mélange de vieux café et de polish pour meubles en bois. Les photos encadrées sur les murs sont également inchangées. Il y a Chloé portant une robe blanche de son concours de beauté de lycée, papa serrant la main d'une personne apparemment importante, et maman souriant dans son uniforme d'hôpital. Il n'y a jamais une seule photo de moi seul. Je suis toujours debout sur le bord, partiellement coupé. J'étais la personne fiable qui arrivait toujours en retard parce que je devais d'abord finir le travail. Je ne me plains jamais. J'apporte du vin, j'aide au nettoyage et je demande comment s'est passée leur semaine. Ils discutent principalement du plus récent contrat promotionnel de Chloé, du potentiel client majeur de papa, ou du prix des ordonnances de maman. Quand le dîner est terminé, papa me tapote toujours l'épaule comme un associé d'affaires, et non sa fille, et dit « Merci de faire en sorte que tout se passe bien ». Certains soirs en rentrant vers Paris, j'essaie de le rationaliser. Je me dis, les familles sont simplement comme ça, désordonnées, exigeantes et imparfaites. D'autres soirs, je serre le volant jusqu'à ce que mes mains me fassent mal. Au fond, je sais que la raison pour laquelle je paie leurs dépenses n'est pas l'amour. C'est le profond sentiment de culpabilité qu'ils m'ont inculqué depuis l'enfance. C'est pourquoi je n'avais pas prévu que le dîner de dimanche dernier tournerait au désastre. Je m'attendais au sourire poli habituel cachant une tension sous-jacente. Au lieu de cela, l'atmosphère semblait chargée et vive, comme si quelque chose était sur le point de se produire. Même le bruit des couverts semblait trop fort. La table à manger semblait normale ce dimanche-là. Des petits pains dans un panier, de la vapeur s'élevant du poulet et des verres à vin reflétant la lumière orange. Pourtant, la chaleur habituelle semblait fausse et forcée.
Maman a parlé de l'invitation de Chloé à une fête de créateurs dans le centre de Paris. Papa a commenté l'excellente visibilité et à quel point nous devrions être fiers. J'ai forcé un sourire et dit les choses attendues, mais ma poitrine était serrée. La visibilité ne couvre pas le loyer. La fierté n'efface pas les dizaines de milliers d'euros que j'avais virés pour sauver la cote de crédit de ma sœur. Chloé était penchée en arrière, fixant son téléphone, écoutant à peine. Son rire aigu et méprisant coupa mon silence. Tu sais, Sophie, tu devrais vraiment assister à un de ces événements. Peut-être qu'alors tu pourrais enfin rencontrer quelqu'un. Elle leva les yeux, me donnant un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Où sont ton mari et tes enfants, au fait? Oh, c'est vrai. Tu n'en as pas. Pour un moment, personne n'a bougé. Puis maman a laissé échapper un petit rire aigu, celui qu'elle utilise pour arranger les choses. Mais cette fois, il contenait une note d'accord. Papa a aussi gloussé, secouant la tête. Ne taquine pas ta sœur, dit-il doucement, mais un léger sourire en coin persistait sur son visage. Ma concentration s'est immédiatement rétrécie. L'odeur d'ail, le tic-tac de l'horloge, le cliquetis du métal au tout se mélangeaient en un bruit sourd. J'avais renoncé à des vacances, sauté des congés et payé leurs dettes. Et c'est tout ce qu'il voyait, une personne incomplète, une femme définie uniquement par ce qui lui manquait. Chloé a fait tournoyer sa boisson, ses yeux vifs. Je veux dire, tu vas bien, n'est-ce pas? Ton travail dans la technologie là-bas. Qu'est-ce que tu fais exactement encore? Des écrans et des sondages. Sa voix était douceâtre et malveillante. Je pense juste que tu serais beaucoup plus heureuse si tu avais quelque chose de plus que de simples feuilles de calcul dans ta vie. Ma main se serra autour de la cuillère. Je pouvais sentir la chaleur monter dans ma nuque. J'avais toléré les insultes constantes, les demandes discrètes et les blagues médiocres pendant des années. Mais quelque chose de petit, mais définitif, s'est brisé en moi. J'ai posé ma cuillère et je l'ai regardé directement. Ma voix sonnait stable, presque étrangement calme. Où est passé ton argent, Chloé? Ai-je interrogé. Oh, c'est exact. J'étais couverte jusqu'à cet instant même. Les mots planaient entre nous comme du verre brisé. Le rire s'est arrêté brusquement. Ma mairesse main se figea près de sa bouche. Papa a rapidement regardé de gauche à droite, incertain s'il devait intervenir ou rester silencieux. Ma sœur cligna des yeux, complètement surprise. « Excuse-moi, demanda-t-elle. « Tu m'as entendu, répondis-je doucement. J'en ai assez de tout ça. » Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas été interrompu. Le seul bruit était le tic-tac de l'horloge murale de la cuisine. Ce silence absolu n'était pas une réconciliation. C'était le bruit d'une rupture majeure. Cette nuit-là, en rentrant à Paris, le silence dans mon véhicule était bien plus lourd que leur regard. La route devant moi n'était qu'un long tube de phare et de pluie. Mon reflet dans la vitre semblait étranger, calme en surface, mais en dessous, quelque chose de décisif s'était enfin éveillé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas repassé leurs insultes. Je me suis concentré uniquement sur mes actions, chaque virement bancaire, chaque paiement, chaque sacrifice qui avait acheté leur paix tout en réduisant ma propre vie. Au moment où j'ai atteint le quartier latin, je savais qu'il était impossible de revenir en arrière. À l'intérieur de mon appartement, j'ai enlevé mes chaussures d'un coup de pied et suis allé directement à mon bureau. La pile de documents financiers était toujours là, reçus, avis de paiement et factures. Je n'avais jamais eu le courage de calculer le dommage total. J'ai allumé mon PC et ouvert le portail bancaire. Il affichait ligne après ligne s'étendant sur de nombreuses années. L'argent que j'ai dépensé a couvert les frais d'université de ma sœur, l'hypothèque de papa, les frais de prescription de maman, les réparations de voiture, et même le nouveau canapé. Plus de 88 000 € en 7 ans. Ma respiration se resserra. J'avais passé les années les plus productives de ma vie à essayer de maintenir tout le monde à flot. L'ironie était frappante, je construisais des outils logiciels financiers pour aider les gens à gérer leurs économies. Pourtant, je ne pouvais pas empêcher mon propre argent de s'épuiser. Ce soir-là, j'ai hésité au-dessus du bouton pour les virements automatiques que j'avais mis en place pour mes parents. Le système demandait « Êtes-vous certaine de vouloir annuler ce virement récurrent ?» J'ai cliqué sur « Confirmer ». C'était un seul clic, mais cela ressemblait à couper une lourde corde qui se resserrait autour de mon cou depuis des années.
Je me suis penché en arrière, exhalant ce qui ressemblait à ma première véritable respiration depuis des lustres. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à vibrer avant que mon café ne soit prêt. Maman a appelé en premier. Ma chérie, est-ce que quelque chose n'a pas fonctionné? Le paiement de la maison n'est pas passé. Puis papa a envoyé un SMS, tu as manqué le virement pour la maison. Puis Chloé, coucou, tu peux me faire un Venmo? Le loyer est dû. J'ai lu chaque message, chaque phrase chargée de culpabilité, et j'ai posé le téléphone face vers le bas. À la fin de la journée, j'avais des messages vocaux. Maman semblait terrifiée. Papa était en colère. Les messages de ma sœur étaient un mélange de plaidoyer et d'accusation. À la fin de la semaine, les appels étaient devenus désespérés. Tu ne peux pas abandonner ta famille. Tu nous dois ça après tout ce que nous avons fait. Tu exagères. Je les ai tous ignorés. Au lieu de cela, j'ai commencé à rassembler toute la documentation, les relevés bancaires, les messages et les reçus. Je ne le faisais pas par vengeance, mais parce qu'une voix intérieure me disait que le combat était loin d'être terminé. Puis est arrivé un message texte qui a prouvé mes soupçons. Viens à la maison dimanche. Nous devons en discuter. Pas de politesse, pas de questions, juste un ordre. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Mon rythme cardiaque a ralenti. S'il voulait vraiment un conflit, j'arrêterais de prétendre que je n'étais pas prête à me battre. Bien, me suis-je dit doucement. Parlons. Le dimanche est arrivé froid et couvert. Le trajet jusqu'à Lyon, presqu'île, était entièrement différent cette fois. Aucune culpabilité persistante, pas besoin de répéter de douces réponses, seulement un sens du calme fort et délibéré. Je me suis arrêté devant la maison, celle que j'avais sauvée de la saisie pendant des années. La lumière du porche était toujours peu fiable. La peinture s'écaillait et les mêmes rideaux pendaient aux fenêtres. Rien ne semblait avoir changé. Cependant, tout l'était. Quand je suis entré, l'air était épais de tension et d'odeur de café. Ma mère dressait la table, ses mouvements vifs, refusant de me regarder. Papa était assis à la tête, ressemblant à un juge sévère, les mains fermement jointes. Sophie, dit maman sans lever les yeux. Nous ne pouvons pas vivre comme ça. Les factures, l'hypothèque. Tu sais à quel point notre situation financière est difficile. J'ai accroché ma veste sur une chaise. Je sais. Je le sais depuis 7 ans. La voix de papa était coupante. Ne commence pas. Cette famille compte sur toi et tu as toujours aidé. Pourquoi t'arrêter soudainement? J'ai soutenu son regard. Parce que ce n'est pas de l'aide quand c'est juste attendu. C'est ce qu'on appelle une obligation. Maman a laissé tomber la serviette qu'elle pliait. Tu es terrible. Non, répondis-je doucement. Je suis honnête. Chloé a ricané, toujours concentrée sur son téléphone. Waouh, quelqu'un a enfin développé une colonne vertébrale. Félicitations, petite sœur. Je me suis tourné vers elle. Tu sais ce qui est vraiment ironique? Tu te moques de moi parce que je suis célibataire et sans enfant, pourtant tu as vécu à mes crochets comme si j'étais ta deuxième mère. Elle a redressé la tête. Excuse-moi. Maman s'est précipitée, agitée. Ça suffit, vous deux. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'elle soit aussi responsable que toi, Sophie. Mon rire était sec. C'est précisément la racine du problème. Vous n'avez jamais exigé qu'elle le soit. Papa a claqué sa main sur la table. Le bruit était aigu comme du verre qui se brise. Surveille ton ton. Nous sommes tes parents. Tu dois montrer du respect. J'ai fait face à son regard féroce, calme et stable. Le respect se mérite, il n'est pas exigé. Il se pencha légèrement, essayant de dominer l'espace, mais je n'ai pas bougé. Pour un moment, un silence complet a régné. La tension était si lourde que l'air même aurait pu se fracturer. Puis Chloé a reparlé, sa voix pleine de venin. Tu penses que tu es supérieur parce que tu as un peu d'argent. Honnêtement, sans nous, tu n'as personne. J'ai pris une profonde respiration. C'est la différence clé, Chloé. Tu as besoin de gens pour définir qui tu es. Moi, non. Son visage s'est tordu. Tu es pathétique. Tu mourras seul avec tes ennuyeuses feuilles de calcul.
J'ai offert un léger sourire. Peut-être, mais au moins, je mourrai sans dette. Maman a halté. Papa a marmonné quelque chose et Chloé s'est précipitée vers moi. Tu es tellement égoïste. Avant qu'elle ne puisse finir, j'ai sorti un dossier épais de mon sac. Le bruit des papiers frappant la table l'a arrêté en pleine phrase. Qu'est-ce que c'est? Exigea papa. Dossier, ai-je déclaré. Chaque paiement que j'ai fait pour cette famille depuis que j'ai commencé à travailler. Plus de 88 000 €. L'université, l'hypothèque, les réparations, les cartes de crédit, même le canapé sur lequel vous êtes assis en ce moment. Chloé a levé les yeux au ciel. Tu gardes vraiment la trace? Non, dis-je d'un ton égal. Je garde des preuves. La voix de maman tremblait. Sophie, ce n'est pas nécessaire. C'est nécessaire, ai-je coupé. Parce que ce qui s'est passé après le dîner de la semaine dernière n'était pas seulement un malentendu. Papa fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu insinues? J'ai glissé une autre page vers lui, un avis imprimé portant sa signature. Ceci est le prêt immobilier que vous avez garanti en utilisant mon nom complet. Il l'a fixé, la couleur se drainant de son visage. C'est scandaleux. Vraiment? La banque n'est pas d'accord, ai-je répondu. J'ai sorti une autre page estampillée d'un sceau officiel. Faux, usurpation d'identité, et éventuellement fraude envers une personne âgée, selon jusqu'où je choisis de poursuivre cela. Chloé se figea, ses yeux se déplaçant rapidement entre nous. Tu as contacté la banque? J'ai fait plus que juste appeler, ai-je déclaré. J'ai engagé une avocate. Elle s'occupe de cette affaire maintenant. La main de maman s'est envolée vers sa poitrine. Tu as amené une étrangère pour te retourner contre tes propres proches. Je l'ai regardé directement. Vous avez cessé d'être ma famille lorsque vous m'avez traité comme un compte bancaire. Vous avez franchi une limite absolue lorsque vous avez signé mon nom sans permission. Papa se pencha en avant, sa voix basse. Tu penses que tu peux réellement nous menacer? Je n'ai pas bronché. Ce n'est pas une menace. C'est une date limite. Vous avez 30 jours pour retirer mon nom de chaque compte et rembourser l'argent que vous devez. Si vous échouez, Claire déposera les accusations. La pièce devint complètement silencieuse. Le tic-tac de l'horloge sur le mur semblait assourdissant. Chloé murmura, tu ne ferais pas vraiment ça. Essaie-moi. Pour un long moment, personne n'a parlé. Puis les larmes de maman ont commencé, douces, bien rodées. Ma chérie, nous l'avons fait seulement pour sauver la maison. Tu sais que ton père a eu des problèmes. Nous pensions. Vous pensiez que j'allais encore arranger les choses, les jeux interrompus. Vous ne pensiez pas, vous comptiez dessus. Le visage de papa s'est durci. Nous sommes tes parents. Et j'étais votre police d'assurance, ai-je répondu. Plus maintenant. Chloé s'est enfoncée dans son siège, les yeux vitreux. Tu détruis nos vies. J'ai ramassé le dossier dans mes bras. Non, Chloé. Je sauve simplement la mienne. Alors que je me tournais vers la sortie, la voix de maman se brisa derrière moi. J'ai fait une pause à l'embrasure de la porte. J'ai passé des années à réparer les choses que vous avez cassées. Cette fois, vous les réparerez vous-même. Dehors, le ciel avait pris la couleur du grisacier. J'ai lentement descendu les marches. L'air froid me paraissait pur sur les joues. À travers la fenêtre, je pouvais encore les voir, maman pleurant, papa faisant les 100 pas, Chloé fixant le vide. Pour la première fois, je ne ressentais aucune culpabilité. Je ressentais du soulagement. 2 semaines plus tard, Claire a appelé. L'enquête est terminée, a-t-elle confirmé. La banque a vérifié le faux. Ton nom est totalement clair. Tu n'es plus responsable d'aucune de leurs dettes. Pendant une seconde, je n'ai pas pu parler. Des années de tension se sont dissoutes dans cette seule respiration. Alors, c'est vraiment fini? La voix de Claire s'est adoucie. Légali, oui. Émotionnellement, cela ne tient qu'à toi. Après avoir raccroché, je me suis tenu près de la fenêtre de mon appartement, regardant les lumières de la ville scintiller sur l'eau. J'ai réfléchi à tout ce que j'avais perdu en essayant de gagner leur affection, et à la façon dont laisser partir était probablement le seul chemin vers la paix. Cette nuit-là, j'ai ouvert une bouteille de vin spécial.
J'ai versé un verre et j'ai porté un toast à l'horizon. Au nouveau départ, aux fins, et à un silence qui a finalement apporté la paix. La nouvelle est arrivée discrètement via une annonce immobilière en ligne. La maison de Lyon, Presqu'île, celle que j'avais autrefois sauvée de la saisie, était répertoriée à vendre. Elle était là sur l'écran. Le porche qui s'écaillait, les murs tachés de café, une photo de la salle à manger où la famille s'était effondrée. Une étiquette rouge en balisait « à vendre ». Je n'ai ressenti aucun triomphe, seulement le sentiment d'inéluctabilité. Quand une vie est construite sur les sacrifices d'un autre, elle finit par s'effondrer. Une semaine plus tard, maman a envoyé un message. Un dernier dîner avant de quitter la maison. S'il te plaît, viens. J'ai hésité, puis j'ai accepté. J'y suis allé non par obligation, mais pour une clôture finale. Quand je suis arrivé, les pièces étaient dépouillées, des boîtes étaient empilées partout, et l'odeur de poussière avait remplacé le rôti du dimanche. Mon père semblait plus âgé, sa voix plus douce. Chloé était assise tranquillement, son téléphone face vers le bas pour une fois. Nous avons mangé sans bavarder, sans essayer de faire semblant. Après, j'ai finalement parlé. Je ne vous coupe pas complètement de ma vie, ai-je déclaré. Mais je ne servirai plus de filet de sécurité. Si vous échouez, vous devez vous relever vous-même. Personne n'a discuté. Pour la première fois, le silence ne ressemblait pas à un conflit. Il ressemblait à de l'acceptation. Quand je suis parti, j'ai fait une pause à l'embrasure de la porte et j'ai regardé en arrière. La maison qui avait contenu tant d'années de ressentiment semblait soudain petite et fragile. En rentrant à Paris, j'ai baissé la fenêtre. Le vent était froid, aigu et purifiant. J'ai pensé à tout l'espace que j'avais finalement créé pour ma propre paix, mes propres économies, mon propre avenir. Dans les semaines qui ont suivi, je me suis concentré sur mon travail, j'ai accepté une promotion et je me suis inscrite à un cours du soir que j'avais reporté. Ma vie n'était plus divisée entre ce dont ils avaient besoin et le peu qui me restait. Elle était enfin à moi à nouveau. Parfois, je repense encore à cette nuit, le rire cruel, le silence, la limite claire que j'ai finalement établie. Pendant des années, j'ai cru que l'amour exigeait des sacrifices, et qu'être la bonne fille signifiait porter le fardeau de tout le monde. Mais l'amour véritable ne t'épuise pas. Il n'exige pas ta santé mentale comme preuve. Maintenant, quand je suis assise dans mon appartement de Paris et que je regarde le coucher de soleil sur l'horizon, je me sens calme, pas amer. J'ai appris que dire non n'est pas de la cruauté. C'est du respect de soi. Si tu as déjà été celle qui a tenu ta famille ensemble pendant qu'elle te déchirait, je veux entendre ton histoire. Dis-moi d'où tu écoutes et quelles limites tu as dû tracer pour toi-même. Et si ce récit a résonné en toi, abonne-toi car il y a plus à venir.